sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Au Bénin, le clergé n'entend pas rester en marge du débat politique. Il compte bien jouer un rôle pour infléchir les postures parfois jugées radicales des pouvoirs publics. La conférence épiscopale a en effet organisé un colloque sur le nouveau code électoral adopté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Dans le camp du pouvoir, on pointe du doigt une trop grande émission du religieux dans le politique, une démarche pas très catholique, doublé d'un discours à charge voté contre une loi votée et promulguée. Du côté du clergé, on assure travailler pour la paix et la stabilité du pays en relevant les insuffisances des tests potentiellement chrysogènes. Le débat va dans tous les sens. Eh bien, sur 5 sur 7 matin, on pose la réflexion. Et puis, Patrice Talon a rencontré sa majorité. C'était en fin de semaine dernière, 2 jours durant. Le chef de l'État a eu un conclave au Palais des Congrès avec ministres, députés et maires, ainsi que les responsables des partis politiques de la majorité présidentielle. La rencontre qui n'a pas fait l'objet d'une grande communication gouvernementale a, selon des informations glanées, pour vocation de faire un bilan des 8 années de gouvernance et de se projeter sur la fin du mandat en cours. Stratégie politique ou reddition de comptes, analyse des francs-parleurs du lundi à suivre. Et les francs-parleurs de ce lundi en ont Francis Lojata. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ben, je me porte comme un charme. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour partager ces quelques minutes d'échange en votre compagnie. Le plaisir est partagé. J'espère que nous aurons des échanges stimulants et féconds qui permettront au peuple béninois et à l'opinion internationale de se faire davantage une bonne idée sur ce qui se passe au Bénin. Merci beaucoup. Vous êtes vous êtes expert en gouvernance, analyste politique. Je pense à mon cher ami, le docteur Paul-Marie Wissou, théoricien de la gouvernance d'État, qui ont fait un petit coucou au passage. Bonjour et bienvenue à Alphonse Maurice-Soulé. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci de toujours répondre présent avec nous les lundis. Le plaisir est partagé. Et un tout nouveau dans l'arène. Charles Renvaux, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour partager ces quelques minutes d'échange en compagnie des téléspectateurs, bien sûr. Et justement, je reste avec vous. Vous avez suivi cette actualité sur l'Église catholique qui a organisé un colloque sur le nouveau code électoral adopté par les parlementaires et promulgué donc dans la foulée par le chef de l'État, Patrice Talon. Que pensez-vous, que vous inspire cette démarche du clergé? Et vous l'avez dit dans votre propos introductif que depuis que le code là a été voté, les commentaires vont dans tous les sens, les réactions se font observer et je pense que c'est dans ce même sens-là que l'Église catholique s'est saisie elle aussi du sujet, du dossier, et puis on a organisé ce colloque-là et je pense tout simplement que c'est parce que oui, les commentaires vont dans tous les sens. Il y en a qui estiment que nous serons exclus des élections. Il y en a qui pensent que d'autres ont été bien cotés par ce qui a été voté. Et dans cette condition-là, vous savez, pour quelqu'un qui joue à la paix, le mieux qu'on puisse lui demander, c'est d'appeler les gens au dialogue. Et je pense que c'est juste le dialogue, c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai qu'on peut fauter dans la démarche, tout ça, mais je ne vois pas en quoi cela est-il mauvais d'appeler les gens pour dire, venez, on va échanger, on va dialoguer, on va se comprendre sur un certain nombre de choses. Donc pour vous, la démarche de l'Église catholique est la bienvenue? Tout à fait. Puisque, vous savez, aujourd'hui, le Bénin compte des exilés politiques. Le Bénin compte aujourd'hui des prisonniers politiques et les échauffourées intervenues en 2021 et 2019 également sont encore vivaces dans les esprits. Et donc, est-ce que nous allons permettre encore à la population béninoise de vivre une telle ambiance? Est-ce que nous allons permettre encore au peuple béninois de revoir encore ce passé-là qu'on est en train d'essayer d'effacer? Je pense que c'est dans cette logique-là que l'Église catholique s'est inscrite en appelant les uns les autres à ce dialogue-là. Alphonse Moïse Soudé, depuis que l'Église catholique a convoqué ce colloque international, il y a eu plusieurs réactions, avant même la tenue de la manifestation, juste après aussi. Mais il faut dire que ce n'était pas pour la première fois que l'Église intervient sur la question du code électoral, avant même que les parlementaires n'eurent adopté ce code électoral. Les députés, le clergé avait déjà sorti un communiqué.
Oui, la conférence épiscopale avait déjà réagi par rapport à ce code-là. Moi, je dis, bon, dans une société, quand la société politique a échoué, parce que reconnaissons les choses clairement, avec le vote de ce code, moi, bon, écoutez, j'ai estimé que la société politique a échoué. Vous ne pouvez pas sortir du vote d'un code et après prendre la trompette et dire vous avez été exclu. Non, vous avez eu la possibilité, je l'ai toujours dit, je vais le répéter, pour le vote de la Constitution, la loi modifiant la Constitution, il y avait un groupe de 7 députés qui ont montré leur réticence par rapport. Et je me suis dit, le même schéma allait se reproduire lors du vote du code, mais il a fallu qu'à la veille du vote du code, que le chef de l'État rencontre sa majorité. Et puis le lendemain, lorsqu'on a voulu voter, j'ai constaté que tous ceux qui ont levé la tête sont revenus à la maison. Donc, quelque part, il y a un problème de conviction. Moi, je dis, vous ne pouvez pas faire de la politique, vous ne pouvez pas être député si vous n'avez pas la conviction. Quand on est convaincu, on est convaincu. On ne change pas d'opinion parce que quelqu'un est intervenu pour vous rappeler à l'ordre. Mais ceci étant, j'ai dit ici sur un plateau qu'avant 2026, ce code-là sera touché. Forcément, ce code doit être touché. Et je crois que le colloque organisé par l'Église catholique vient à point nommé pour que l'on puisse discuter. Mais moi, j'aurais souhaiter une autre démarche pédagogique, c'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs acteurs impliqués dans le vote du code. On parle du chef de l'État, on parle de l'Assemblée nationale, on parle des partis de l'opposition, on parle des partis de la mouvance. On aurait pu faire une démarche pédagogique, c'est-à-dire rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter des tenants et aboutissants de ce code qui a été finalement adopté, discuter avec le chef de l'État, rencontrer séparément les partis de l'opposition et après ceux de la mouvance. Et après avoir fait toute cette démarche-là, on peut aller déjà après. Mais on n'a pas rencontré tout le monde, on a rencontré juste un ou quelques personnalités politiques. Vous pensez que ce n'est pas assez inclusif? Ben oui, il faut écouter tout le monde. Moi, j'ai toujours opté pour cette démarche-là. Quand il y a problème, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter. Et après avoir écouté tout le monde, vous pouvez tirer vos conclusions et organiser le colloque. Mais le colloque vient en point parce que j'ai vu des communications très pertinentes. Maintenant, il faut aller rendre compte au chef de l'État parce qu'on a dit il faut que les organisateurs aillent rendre compte au chef de l'État. Maintenant, est-ce que ce n'est pas médecin après la mort? Mais je souhaite vivement qu'il soit écouté par le chef de l'État et qu'il y ait une avancée. Parce qu'un code qui doit poser problème, nous n'en voulons plus au pays. Très bien. Et on va écouter Monseigneur Roger Rungwedi, archevêque du diocèse de Cotonou, à l'ouverture justement de ce colloque-là. La fraternité qui nous rassemble nous permettra à coup sûr de répondre, si nous y croyons, aux défis sociaux, politiques et économiques que connaît notre pays. Face à tout problème de construction nationale, nous pouvons trouver en elle les ressources pour des solutions durables. Nous ne pouvons rester sans rien faire, ni laisser le peuple béninois aller à son mécontentement, ni les partis politiques à leur division. Le devoir est alors grand et nous y sommes tous et toutes conviés. Il importe de prévenir en veillant et en œuvrant pour la paix sociale, la paix dans les cœurs, en faveur de tous les citoyens de ce pays. Il ne s'agit pas d'une paix abstraite, mais de la paix concrète pour soi et pour les autres. La paix qui aide à construire le vivre ensemble. Nous sommes les acteurs et actrices de cette paix sociale, celle qui vient de Dieu et qui constitue le fondement de la famille que nous formons. Que nul ne reste campé sur sa position, que nul ne se radicalise, que nul ne se mette dans une condition d'étouffement ou d'enfermement qui empêche les autres d'exister. Pour avoir pris part en ce lieu au débat où seront examinées les vraies questions du devenir de notre peuple, éradiquons de nos cœurs tout ce qui, en rapport à l'organisation des prochaines élections, remettrait en cause la paix sociale, la paix dans les cœurs et dans nos comportements. Désarmons notre esprit, libérons-le de tout ce qui peut nous porter à accuser les gouvernants, les différents acteurs politiques et ceux qui ne sont pas de notre bord politique.
ne faisons pas de cette rencontre ce qu'elle ne devrait pas être. Dans l'esprit du dernier message des leaders religieux, elle est une invitation de l'Église à prendre conscience de la fraternité qui nous lie. Alors Francis Olo-Jatalié, quand on écoute Monseigneur Roger Nwedi, archevêque du diocèse de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin, on se rend compte que c'est plus une invitation, une médiation qu'une démarche politique, plus d'une image politique, sinon polémique. Je crois que l'introduction inaugurale est une introduction en fait qui vise à bâtir la paix, ce qui est salutaire. L'initiative est salutaire et puis l'initiative a été portée, acceptée par le chef de l'État lui-même. Je crois qu'il y a encore quelques années, pour ceux qui étaient dans ma posture, ils savaient que c'était plus difficile d'avoir la facilité de tenir de mener ces genres d'activités. À peine auriez-vous demandé d'avoir la salle que, bon, on va programmer plusieurs activités gouvernementales pour occuper. Il y a encore un passé. Ça, ils sont encore là. Ceux dont je parle, je connais le président Ondete, je connais le président, enfin ils sont nombreux. Bon, maintenant que on a constaté qu'il y a l'épiscopat, vous savez que l'épiscopat a joué quasiment en fait un rôle de centralité dans la quête de la paix depuis 1990. Mais il y a des postures qui ont changé. Il y a des mutations de comportement qui ont fait évidemment qu'on a senti à un moment donné que le religieux est en train de glisser sur le terrain politique. Et ça fait que certains sont réticents quant aux déclarations de la conférence épiscopale. Sinon, le rôle de centralité, de quête de paix, c'est le rôle en fait des religieux. Et on ne peut pas leur dénier, ce droit. Mais il y a peut-être à souhaiter que dans le contexte actuel, et vu les communications qui ont été faites, parce que c'est des communications à charge, ce qui est normal. Vous pensez que c'est à charge? Oui, mais c'est à charge parce qu'il y a une fixation sur le code électoral 2024. Évidemment, je s'étais dit qu'ils allaient faire l'évaluation des différents codes depuis 1990. Bon, on n'a pas eu plusieurs codes. Nous avions eu 27 lois électorales et le code de 2013 qui a fait objet d'un séminaire et puis d'amendement en 2018 et qui a accouché de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, qui est le code qui a été revu maintenant, complété et modifié. Ben, je constate que sur la fixation, c'est parce qu'on a senti un malaise. Un malaise, vous aviez dit que les membres de la conférence épiscopale étaient pratiquement de bout en bout, en amont et même en aval, puisque en amont, ils ont pondu des communiqués et ont donné leur position face au vote vis-à-vis du code qui était en téléchargement au Parlement, et après son adoption, maintenant on a vu leur réaction. Vous avez constaté évidemment qu'il y a des acteurs politiques qui n'ont toujours pas encore accepté les nouvelles exigences imposées par le code. Et à la lumière de tout ce qui a été dit à l'occasion du colloque, c'est que je veux parler après Monseigneur Roger Nwedi, il y a eu d'autres intervenants qui ont dit évidemment qu'ils ont l'impression qu'il y a un malaise qui pointe à l'horizon. Il y a des difficultés qui pointent à l'horizon. Et qu'au vu de ce qui leur parvient comme information, ils auraient suggéré que le chef de l'État accepte une négociation, un dialogue, une main tendue des membres de la conférence épiscopale. Tant mieux. Nous voulons que la paix. Mais cela suppose que la démocratie pluraliste établie au Bénin depuis 1990 n'est peut-être pas encore bien comprise. Le contenu que nous avons voulu donner à cette démocratie n'est pas encore bien cerné par tous les acteurs. Où est-ce que nous allons? Que voulons-nous faire de notre démocratie? Et que doivent être les acteurs politiques? Si nous ne faisons pas des horizons, comment est-ce que nous pourrions après évaluer? Nous n'avons pas la culture évaluative. Si on avait la culture évaluative, nous aurions su qu'il faut reprofiler et il faut peut-être engager la dynamique dans des perspectives plus heureuses. Le colloque, j'ai vu des acteurs que j'ai beaucoup aimés, que j'avais vus dans le Front citoyen pour la sauvegarde de l'acquis démocratique, Madame Célestine Zanou. J'ai vu Francis Lalayet et autres. J'ai vu d'autres personnalités qui ont l'étoffe, d'accord. Mais nous avions un Parlement qui a fait un travail, qui a voté un code. Il y a eu une opposition qui n'a pas accepté ce code et qui a voté contre. Dans une démocratie, il y a toujours une voix
qui porte la contradiction. Bon, maintenant, cette voix est mise en minorité parce que c'est l'opinion majoritaire qui a exprimé le vote donné à ce code. Et ce code est passé par le moule du contrôle de constitutionnalité avant d'être promulgué par le chef de l'État. Oui. Maintenant que, malgré ce vote, parce que je parle de la fixation sur le code 2024, malgré que ce code est pris par tous les circuits normaux et promulgué, il y a encore une survivance. En fait, il y a encore un malaise profond, paraît-il. Si c'est le cas, bon, il y a des voies, des canaux par lesquels des discussions peuvent se mener avec le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, ce n'est que le patron de l'exécutif, n'est pas patron du pouvoir législatif. Donc tout ça est joué au niveau du Parlement, mais on veut faire porter la responsabilité au chef parce qu'on a trouvé qu'il y a une mouvance qui l'accompagne. Oui, pour certains, voilà, il peut chuchoter à l'oreille des parlementaires pour faire passer. Maintenant, de tout ce qui s'est passé là-bas, j'ai eu un peu de la peine. Un peu comme un monseigneur l'a dit. Lui, il a dit qu'il a de la peine pour le chef de l'État, qui a fait des trucs magnanimes, mais qui donne l'impression d'aimer le Bénin, de ne pas aimer les Béninois. Bon. Moi, j'ai dit que s'il a dit, et puis c'est publié sur tous les réseaux. Et j'ai suivi un peu le détail des communications. Vous voulez parler du monseigneur Antoine Gagné, ancien archevêque. Mais c'est vous qui le citez nommément, mais j'ai vu les réseaux, parce que comme cette fois-ci, on vérifie l'information. Mais je constate qu'il a dit et il a plaidé pour une cause. Maintenant que c'est dit, la peine que j'ai, c'est quand monseigneur dit que il a l'impression, ça c'est son impression, et par la suite il a dit ce que pensent les autres, puisque quand il a voulu évoquer l'histoire de la charpente, parce qu'il a eu des images, la charpente, que le chef d'État aime la charpente, mais n'aime pas ce que ces charpentes abritent. Là-bas il a fait porter ça à un collectif. Au prime abord, il est passé à ses impressions personnelles. Bon, quand on met ça bout à bout, lorsqu'on sait que les religieux veulent jouer le rôle de médiateur, un médiateur joue la carte de la neutralité, de l'impartialité. Vous pensez que dans ces conditions, ils sont plus neutres? Ah, mais écoutez, constatez avec moi que quand on dit qu'un chef d'État aime le pays et n'aime pas les Béninois, il y a un problème. D'accord. Si vous voulez être médiateur, dans la galaxie, évidemment, dans l'écosystème des institutions qui font la médiation, la première règle, le critère, c'est l'impartialité et la neutralité. Alors, cette question donc, du séminaire sur le code électoral organisé par l'Église catholique a été abordée au cours de l'émission Focus, co-présentée par, on va dire, Osias Sounouvou et mon confrère de Canal 3 Bénin, Eric Guédénon. On a adressé à Wilfried Léon-Ngouedi, on a demandé à Wilfried Léon-Ngouedi ce qu'il pense justement de cette actualité. On va écouter sa réponse et on reviendra ici pour en parler. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un rôle de médiateur, n'est-ce pas? Donc un arbitre. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on observe. Or, vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé, bon, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit, il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée
avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur aurait fait exactement ça. Écoute, et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que les députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis inviter pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Vous avez le sentiment que ce colloque est un ensemble de communication à charge contre le code? Bien, moi je sais maintenant apprécier un peu la charge des mots, comme vous. J'ai été à titre personnel invité, mais je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi, le courage réformateur d'un certain Grégoire VII, quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes, pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, c'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques sur le moment, que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique. Alors Charles Renvoy, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement sur les questions. Autant il comprend et admet que l'Église a un rôle de médiation sur les questions politiques, autant il a un peu condamné la démarche du clergé. Exactement. Et je disais tantôt que si on s'accorde sur le fait que nous avons besoin de la paix et que cette paix vient du dialogue, je pense que dans la démarche, on peut comprendre. Dans la démarche, on peut excuser parce que nous sommes des humains, on peut faire des erreurs, on peut faire des fautes. Vous pensez que même si le fait accuse l'Église catholique, le résultat l'excuse? Oui, on pouvait aller à cette rencontre-là. Plutôt que de faire la politique de la chaise vide, on peut aller à la rencontre-là. Forcément, il y a un ordre du jour. Alors, est-ce que sur l'ordre du jour, on ne peut pas agir? Sur l'ordre du jour, est-ce qu'on ne peut pas faire des propositions? Nous souhaitons que ça se passe de telle manière. Nous proposons que ça se passe de telle manière. Je pense que ce serait une démarche louable. Mais vous allez observer que tout ce qui se passe autour de ce code-là, il n'y a qu'une crise de confiance. C'est justement ce qui se résume autour de cette affaire-là. Parce que vous allez vous rappeler que le vote de ce code-là est intervenu au lendemain de l'échec de la prise en conformité, de la prise en considération, j'allais dire, de la loi sur la révision de la Constitution. Et donc, cette minorité-là qui a eu le vent en poupe et qui a fait dérouter le projet, et donc, l'autre camp s'est senti blessé, entre griffes, et qui, quand vous suivez un peu les propos dans le temps, c'était que vous nous avez donné du coup, vous avez fait un coup aujourd'hui, demain, on vous rejette le coup, une fois encore. Et donc, le contenu du code, ce n'était pas ce qui intéressait beaucoup plus les députés, mais c'était juste un règlement de compte. Hier, vous avez voté contre. Aujourd'hui, nous avons trouvé également de la matière pour passer notre loi. Et donc, que cela vous intéresse ou pas, c'est beaucoup plus le dialogue, le discours qui était autour de ce code-là. Alors, au cours de cette plénière-là, vous allez observer que c'est d'abord en ce moment-là que
l'intervention, sinon les recommandations de l'Église catholique sont toutes intervenues. Au cours de la plénière, il y a eu également l'intervention de la plateforme des organisations de la société civile qui ont même demandé que l'on se soit au vote de ce code-là. Mais il me semble que le débat était déjà allé à un niveau où on ne pouvait plus arrêter. C'est l'impression que j'ai. Toujours est-il que l'honorable Éric Moureté a donné lecture de ces deux recommandations-là. Mais ça n'a pas arrêté les choses. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique peut encore infléchir les postures? Est-ce que vous pensez que l'Église peut encore agir sur les postures des uns et des autres? Je pense qu'à partir du moment où l'Église catholique s'est inscrite dans la logique d'aller à la paix, de ramener les gens à une table de négociation, elle peut toujours continuer. Si elle s'arrête comme ça avec tout ce qui s'est passé, je pense que on aura toutes les raisons de la qualifier de partisane. Alors, Alphonse Moïse Soulé, que dites-vous de ceux qui pensent qu'il y a une trop grande immixtion du religieux dans les questions politiques et qu'il faut laisser voilà, les politiques gérer la cité et qu'il faut laisser les religieux rester dans les temples et les tabernes, Je suis heureux. Moi, je suis heureux aujourd'hui que les gens comprennent qu'il y a une émission de religieux. Quand des pasteurs se sont retrouvés pour dire que sous l'inspiration du Saint-Esprit, on leur a dit de désigner un candidat, personne n'a réagi. Quand nous l'avions dénoncé, on nous a jeté de la pierre pour trouver que, bon, on exagérait. Ça a commencé depuis que certaines religions se sont impliquées dans la politique. Ils sont à fond dans la politique. Moi, je dis une chose, je voudrais dire au porte-parole du gouvernement, comparaison n'est pas raison. Les réformes religieuses ne sont pas les mêmes chose que la réforme politique. Attention, on ne peut pas comparer le religieux au politique. Donc je dis... L'idée, le postulat qu'il essaie de défendre, sans pour autant me faire avocat du diable, bien sûr, le postulat qu'il essaie de défendre, c'est qu'il faut que l'Église catholique comprenne que le Bénin est en transition avec des réformes, qu'il faut pouvoir le comprendre. Quand on veut faire des réformes, on doit associer tout le monde. Et ça, je l'ai toujours défendu. On ne fait pas de réformes parce que ce sont des êtres humains qui sont appelés à mettre en pratique ces réformes là. Mais je dis aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier que le 15 août 2015, Monseigneur Gaillet avait déjà adressé une lettre au président Patrice Talon et Sébastien Adjavon quand ils ont annoncé qu'ils seraient candidats. Il avait dit un certain nombre de choses. Allez relire le courrier, vous allez voir ses appréhensions. Et à un moment donné, la conférence épiscopale avait décidé de rencontrer le chef de l'État qui lui a dit que l'Église relaie les rumeurs qui se disent par-ci par-là et qui font que l'Église prenne de la hauteur. Et le Monseigneur Gaillet a dit qu'il ne voulait pas parler, mais on lui a demandé à parler, à faire ces comparaisons. Je crois que nous sommes à une étape où nous devons aller à la négociation. Si le code doit mettre à mal notre vivre ensemble, on doit s'asseoir. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on discute. C'est vrai que les 109 députés ont joué leur rôle. Je ne suis pas convaincu, ça c'est moi Alphonse Moïse Soulé, je ne suis pas convaincu que si vous prenez les 109 députés, ils pourront vous dire exactement le contenu réel du code électoral. Mais alors, Alphonse Moïse Soulé, la réflexion qui sème aujourd'hui dans l'opinion est qu'ici, toutes les obédiences religieuses devraient se saisir de la question politique. Qu'adviendrait-il du Bénin si demain l'Union islamique du Bénin décide de faire son colloque ou son séminaire sur le code électoral, si les protestants méthodistes, les évangéliques, même les acteurs, les gardiens de la tradition décident de faire immixtion dans la politique, qu'adviendrait-il? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte, on va dire, la boîte de Pandore? Oui, écoutez, le colloque a été organisé par l'Observatoire des leaders et personnalités politiques de l'Église catholique. Donc il faut comprendre que dans ce creuset-là, il y a les hommes politiques de toutes les obédiences. Mais moi, je voudrais que toute confession religieuse confondue, que l'Église s'occupe de la conquête des âmes. Mais malheureusement, que ce soit qu'on appelle les catholiques, que ce soit les protestants, quand je dis protestants, il y a plusieurs obédiences au sein qui se mêlent de la politique. Il n'y a que sous un régime donné, on a permis ça. On a permis que l'Église parle de politique. Mais pourtant, dans le code pénal, c'est interdit que dans les églises, dans les sermons, dans les homélies, qu'on critique. Il faut que des gens sachent que l'Église est là pour jouer à la médiation. On ne prend pas position. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse une démarche pédagogique. Parce que certains seront déjà braqués. Comme quoi l'Église catholique a déjà pris position. Pourquoi allons-nous aller en débat avec eux? J'ai dit et je répète, on aurait pu commencer par les parlementaires parce que c'est eux qui ont voté le code, discuter avec eux après, rencontrer
la majorité, rencontrer toute l'opposition et après s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Certains se sentent lésés, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si aujourd'hui, maintenant, les gens disent que l'Église catholique porte la voix de l'opposition, ça a été dit au colloque, les gens disent nous ne sommes pas des opposants. Déjà, quand on leur... Oui, mais comment est-ce que l'Église fait pour persuader l'opinion de ce qu'elle n'est pas en train de se faire porte-parole d'une certaine voix, notamment celle de l'opposition? Oui, il y a aujourd'hui un cadre de concertation des confessions religieuses. Et je voudrais que ce cadre-là renaisse de ses cendres. Parce que ce cadre-là dort. Dans ce cadre, vous avez toutes les confessions, les vaudouisants, les mahométans, les chrétiens. Il faudrait que ce cadre-là prenne ses responsabilités. Parce que si déjà on colle cette étiquette à l'Église catholique d'être le porte-parole de l'opposition, c'est que les négociations vont faire flop. Vous avez vu la réaction du porte-parole du gouvernement, c'est déjà clair. Bon, l'Église catholique a déjà pris position. D'autres églises aussi peuvent se lever pour prendre position en faveur de la mouvance. Ça va donner quoi? Je voudrais que... Mais l'Église défend qu'elle n'a pas pris position pour l'opposition, ni qu'elle n'a pris position ni pour l'opposition, ni pour la majorité présidentielle, mais qu'elle s'inquiète pour le devenir de notre vivre ensemble. Je suis d'accord qu'on s'inquiète, mais certains ont dit, l'Église catholique n'a rencontré que le Parti Les Démocrates. Pourquoi pas les autres partis politiques? On ne sait pas non plus. Et de ce postulat-là, non plus les démarches underground que l'Église a menées. Je ne peux pas. Non, écoute, les négociations offrent, mais pour les autres, on a appris que le Parti démocrate a rencontré la conférence épiscopale. Mais on n'a jamais appris que les autres. C'est plus une communication du Parti Les Démocrates qui a mis en avant. Mais oui, si. On peut voir l'analyse de cette façon. Je suis d'accord. Si on avait rencontré les autres partis politiques, on allait communiquer autour. Donc je dis, si la démarche est biaisée, le résultat. Est-ce que ce n'est pas plus, la question que je suis en train de vous faire, est-ce que ce n'est pas plus la communication du Parti Les Démocrates qui a mis en avant sa rencontre avec la conférence épiscopale, plutôt que la conférence épiscopale qui a fait une communication sur sa rencontre avec le Parti Les Démocrates? Maintenant que la conférence épiscopale vient nous dire quelles sont les différentes démarches menées avant le colloque. C'est vrai qu'on a souhaité avoir un des responsables. Il nous rend compte des démarches menées avant le colloque, on pourrait juger de la suite. D'accord, on a fait toutes les démarches pour avoir un des responsables du clergé ou un représentant du clergé sur ce plateau pour nous éclairer davantage, ne serait-ce que dans une démarche pédagogique ou la démarche pédagogique qui a sous-tendu ou qui a servi de pilotis, de soubassement à l'organisation de ce colloque sur le nouveau code électoral du Bénin. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité se présenter sur le plateau. Ils ont estimé qu'ils ne veulent pas laisser prêter flanc à la polémique. Leur démarche est claire et ils nous l'ont rappelé, ils l'ont dit. Eux, ils sont dans une posture de médiation, de préserver la paix, le vivre ensemble. Et il n'est pas question pour eux donc de verser dans la polémique. Leur colloque a été déjà effectué et donc ils ne veulent plus en parler. Alors, Francis Eleuge-Attali, pour finir sur la question, d'accord, est-ce que, on le sait, l'Église a toujours joué un rôle fondamental dans le débat politique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ce soit en 90 avec l'historique conférence qui a posé les bases de la démocratie au Bénin, une démocratie que nous vantons tant et qui a fait cas d'école, même si les autres conférences ont échoué ailleurs. Si l'Église doit prendre, on va pas dire prendre position, mais déjà intervenir sur des questions du genre, est-ce qu'elle peut continuer par être le dernier référent? Parce que c'est cela, c'est vraiment quand la situation est tendue, quand deux parties ne s'entendent plus vraiment, l'Église peut être arbitre. Mais si elle doit intervenir sur tout, est-ce que sa voix peut être encore audible? Je crois que en fait, les chefs religieux, aussi bien que les têtes couronnées, devraient être les derniers recours en cas de crise. Et lorsque les partis sont en conflit, et qu'il y a des gens qui s'invitent dans la médiation, il faut qu'ils prennent en compte sérieusement les éléments de langage. Je n'ai pas besoin de vous faire consulter la bibliométrie scientifique sur l'Église catholique avant que vous ne sachiez les postulats. Il y a le pardon et il y a l'au-delà. Maintenant, au vu de la requête de la paix, l'Église peut s'inviter dans la médiation pour travailler et consolider les bases du vivre ensemble. Mais quand l'Église choisit, par exemple, d'avoir des postures qui sont critiquables, enfin, j'en reviens à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Lui, il a dit qu'il ne veut pas critiquer. Bon, nous partageons quasiment les mêmes points de vue. Et il a illustré, parce que sa prise de parole était documentée. Il est remonté aux réformes grégoriennes. Une réforme
en fait, c'est un changement important. Et à toute réforme, il y a des résistances. Mais la réforme vise toujours une amélioration de la situation. Et dans ces conditions, lorsqu'il y a de la résistance, il faut adopter une pédagogie pour rassembler le plus grand nombre autour de la réforme, parce que c'est un horizon qu'on veut atteindre. Et la conférence épiscopale a bien fait d'organiser un colloque. Mais pédagogiquement parlant, vous avez évoqué les questions méthodologiques. Ils auraient pu procéder à des consultations. Et je sais que toutes les formations politiques aujourd'hui cherchent à communiquer. Je crois que les grands partis, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des grands partis, parce que les gens me font le procès de dire pourquoi je parle de grands partis. Les grands partis, les partis qui ont le plus fort taux d'élus dans les instances de prise de décision ou de vote, ces partis bénéficient aujourd'hui d'un financement public. Et ce financement sert à quelque chose. Donc, si l'Église, à mon sens, avait pris contact avec l'UPR, avec le BR, dans le cadre des négociations pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce nouveau code version 2024, code électoral version 2024, ce colloque aurait atteint, à mon sens, ses objectifs scientifiques. La réalité, on ne sait pas si ils ne l'ont pas fait non plus. Ben écoutez, c'est qu'on risque de faire le procès aux partis politiques, les autres, de ne pas communiquer pour dire quels ont été les échanges qu'ils ont eus avec la conférence épiscopale. Puis cette Parce qu'on imagine qu'une démarche scientifique qui soutiendrait, ou une posture scientifique qui soutiendrait une telle démarche, veut qu'on écoute toutes les parties. Mais oui. Ça tombe sous le sens. C'est le b.a.-ba, en fait. Il faut dire que c'est le poste de base d'un médiateur, parce qu'évidemment, nous avons quand même une médiature. Nous avons une médiature. Bon, peut-être qu'il y a de petits problèmes. Si la médiature jouait bien son rôle, je crois que l'Église ne s'inviterait pas dans ce débat. L'Église, quand même, a son couloir. Maintenant, si les chefs religieux, vous avez dit que c'est l'Église catholique, bientôt on dit d'avoir la conférence islamique, on dit d'avoir les dignitaires des cultes endogènes. Bon, donc, nous avons tellement d'instances décisionnelles que si on doit laisser jouer toutes ces instances, on risque de ne pas permettre à l'exécutif d'avancer. Mais on ne peut pas refuser une médiation. Mais je veux dire que j'ai une petite gêne, c'est les éléments de langage. Parce que le chef de l'État a sa mouvance constituée de 4 grands partis, et curieusement, cette mouvance a une majorité au Parlement. Et vous savez que c'est le Parlement qui sécrète les lois. L'exécutif, en fait, a besoin des lois pour pouvoir mettre en œuvre les actions et conduire pacifiquement son programme d'action. Mais quand vous voyez le fonctionnement et que vous voulez interférer pour ajuster, il faut avoir un système de coaching. Et dans le coaching, il y a forcément les éléments de langage. Et pour ce que j'ai suivi au cours du colloque, et ce qui est sorti de la bouche d'un certain nombre de responsables, de personnalités religieuses, j'ai dit que ça ne permet pas... Une communication à charge? Oui, ça ne permet pas... Le porte-parole du gouvernement n'a pas voulu répondre à cette question, mais peut-être vous. Est-ce que vous pensez que c'est une communication à charge? Je crois que le porte-parole, dans sa posture, ne peut pas répondre à cette question. Mais vous, au moins... Mais moi, j'ai la liberté pour le moment. Oui. J'ai la liberté aujourd'hui encore de mes propos. Donc, je dis ce que je pense et je pense Est-ce que vous pensez que c'est une communication à charge? C'est une communication à charge. D'accord. Stanislas Limpo, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amenga, bonjour à tous. J'espère que vous n'allez pas vous faire porte-voix d'une certaine communication à charge des internautes. De toutes les façons, les avis sont partagés sur la question, sur nos canaux digitaux. Les amis internautes estiment que c'est une émission pour certains, pour d'autres, c'est une médiation tout simplement. On va rappeler la question du jour. Que vous inspire la démarche du clergé qui a organisé un colloque sur le nouveau code électoral en vigueur au Bénin? Médiation ou immixtion? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Ils ont été sans nul doute nombreux à réagir. Bien sûr, et nous retrouvons notre ami Ricardo Hassen Assogba qui estime que le clergé est dans une démarche de préservation de la paix au Bénin. Donc, c'est une démarche de médiation et c'est cette même médiation qui a été assurée au cours de la conférence des forces vives de la nation en 1990 par feu Monseigneur Isidore de Souza. Bokor Roland Caliste déclare: j'approuve entièrement cette démarche qui n'est pas une contestation du pouvoir central. Elle vise à éviter un climat
chrysogène en préservant la paix sociale. Elle aurait pu associer les autres obédiences religieuses du pays. Il ne s'agit nullement d'une quelconque immixtion car le clergé, comme institution morale, est une entité du pays de par le nombre de fidèles. Cependant, ce colloque aurait dû avoir lieu bien avant la séance des députés qui avait abouti à ce code de tous les risques. Croisons les doigts et les orteils pour éviter le pire dans ce pays. Pour ma part, nous écrit Malik Kissabi Boukari depuis Kandi, cette initiative du clergé est une très belle démarche parce qu'un vieillard assis voit 1000 fois loin qu'un jeune debout. Inviter les acteurs de la vie politique et de la société civile autour d'une table pour voir ensemble les points forts et les points faibles du nouveau code électoral en vigueur au Bénin pour permettre une première élection générale réussie sans contestation et sans effusion du sang, c'est une bonne chose. Il est dans un mode de médiation, estime notre ami. Pour ABHM, l'Église a la responsabilité morale et sociale d'attirer l'attention des gouvernants sur tout ce qui pourrait compromettre la paix et le vivre ensemble. Sa démarche est à saluer vivement qu'on en tienne compte, estime notre ami. C'est de l'ingérence, tout simplement, affirme Abdelhakim Ojougbele. Depuis quand l'Église a commencé par faire la politique, s'interroge Abdel Hakim Ojougbele. Sourajou Yakoubou pose la même question. Pourquoi c'est seulement sous les tropiques que le clergé s'immixe dans la politique? Les clergés français, italiens ou allemands peuvent-ils organiser un tel colloque? Interroge aussi Sourajou Yakoubou qui nous suit depuis Parakou. Kouané la verte jure que le Bénin n'est pas en crise. Chaque institution joue son rôle. Le clergé veut s'attirer plus de la sympathie de la population dont jouit Monseigneur de Souza et cela s'apparente à une immixtion. Adodo Syriac indique que si le clergé avait associé et l'opposition et la mouvance, cette démarche serait louable. Mais ce qui est fait est une immixtion. Marcelin Aguenou assure, en principe, moi je vois que c'est une bonne initiative. Le clergé a invité la mouvance et l'opposition et la société civile, mais la mouvance a boycotté. Tôt ou tard, la classe politique va constater les limites de cette loi et fera face au coût des conséquences de ce code électoral, estime notre ami Aguenou Marcelin qui nous suit depuis Jeffa. Merci, mon grand Stanislas Sosalenko. On se retrouve donc demain. Bien sûr. Demain, toujours avec le même plaisir, le même sourire, le même punch aussi pour servir les avis des internautes. Belle journée du lundi. Allez.